Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette parole donnée et accordée là pendant quelques minutes. Mon voisin de droite m'a déjà dit non, pas plus de 30 minutes parce que sinon je ne pourrais pas parler. Il a raison parce que je suis un peu bavarde. Comme l'a dit Rémi de Montaigne, en fait, je prends ici la parole pour rendre compte en fait d'une synthèse coécrite sur les écoutes territoriales 2021-2022. Voilà, j'ai porté un regard initial sur ces écoutes à partir des travaux écrits qui en ont été faits par les écoutants et les écoutantes. Et sachant que je n'ai pas participé, moi, personnellement, à une écoute, j'ai pu assister à une restitution d'écoute, mais je n'étais pas partie prenante de ces écoutes. Donc je remercie l'UNADEL pour la confiance faite, Xavier Lyonnais, l'équipe des écoutantes, Rémi et Valérian pour l'accompagnement et cet exercice tout à fait original auquel l'universitaire est un peu habitué, mais pas tant que ça, c'est-à-dire de se mettre à écrire sur un matériau qu'il n'a pas produit de mettre l'exercice d'écriture en dialogue, en discussion et en acceptant d'être une parmi d'autres. Et c'est un exercice très stimulant. Alors, peut-être que, bon, il y a déjà plein de choses qui ont été dites. Alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance, qu'on entend aussi les témoignages de tout à l'heure, on aurait envie peut-être encore plus de reformuler certaines choses. Mais là, je vais essayer de me tenir finalement à ce que nous avons fait jusque-là et ce qui est rendu dans le document. Donc, peut-être revenir rapidement sur finalement les partis pris de ces écoutes, voilà, comment ont été mis en place ces écoutes. Ensuite, revenir sur la grande question qui était au cœur de ces écoutes, sur articulation, action publique, politique publique et société civile, voir comment cette articulation se construit, apportant un regard à la fois sur ce qui se passe du côté de l'action publique et de ce que nous disent les 9 territoires écoutés à ce sujet, ce qui se passe du côté des initiatives citoyennes dans ces 9 territoires, et bien sûr ce qui se passe du côté de la rencontre entre cette action publique et ces initiatives citoyennes. Et puis à partir de là, en tirer quelques perspectives et quelques éléments d'enseignement autour de cet enjeu des coopérations, autour des transitions. Alors, je vais aller très vite sur cette première partie parce qu'elle a déjà été largement évoquée dans l'introduction de cet après-midi. Le parti pris là, donc de l'UNADEL autour de ces écoutes territoriales, c'était toujours de travailler sur cette question de la gouvernance qui se produit dans les territoires et d'aller observer, peut-être de porter un focus, une attention à partir des pratiques des territoires sur l'articulation entre action publique, politique publique et initiative locale, initiative citoyenne. En fait, c'est de revenir finalement sur une relation qui est quelque part, qui a été fondatrice des pratiques de développement local depuis leur existence, en revenant sur cette relation entre institutionnel et non institutionnel. Et la particularité là, c'était de regarder cette relation à partir finalement du grand sujet du moment, enfin, qui n'est pas que de ce moment d'aujourd'hui, mais qui est déjà installé dans les territoires depuis quelques années et qui est travaillé également par l'UNADEL par ailleurs, autour de la question des transitions, de ce qui fait transition, de la manière dont on appréhende ces transitions dans les territoires. Voilà, donc le parti pris, voilà, c'est de regarder ces initiatives, de considérer aussi que finalement tous les territoires sont capables d'expérimenter cette articulation autour des transitions, de porter des expériences, de porter aussi des messages politiques pour transformer, on va dire, leur manière de faire du développement local. Et puis, le parti pris aussi des écoutes territoriales, je pense que c'est aussi quelque chose qui est un peu transcendant à l'esprit UNADEL, c'est de considérer que le territoire de proximité, dans ses différents périmètres, est un espace-temps voilà, où les formes d'engagement, les formes d'action peuvent apporter des solutions à un certain nombre de questions posées en s'appuyant sur ces dynamiques ascendantes. Peut-être pas toutes les réponses, mais en tout cas au moins certaines réponses. Donc là, vous avez à nouveau la carte des 9 territoires et pas des 22 qui ont été écoutés, des 9 territoires sur lesquels nous avons travaillé pour produire cette synthèse. Donc 9 territoires qui sont éparpillés au sein de la France. C'est une formidable occasion voilà, de faire un petit voyage par les territoires, situés dans des espaces, on va dire, très proches des métropoles, des zones urbaines, des territoires en situation périurbaine, des territoires plus à caractéristiques rurales, et y compris voire de faible densité quand on est dans la Biovallée ou dans certaines portions de la Biovallée ou du Canigou, pays de Thiérache. Voilà, donc une diversité de territoires, déjà qui nous donne un certain nombre d'enseignements,
Ce qui est intéressant quand on commence à travailler sur ces sujets, c'est de voir finalement d'où viennent ces territoires, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui sur les problématiques du développement local, aussi et sur la manière de les saisir. Donc, sans rentrer dans le détail, parce qu'on pourrait faire une espèce de rétrospective de ce qu'a été le développement local dans ces territoires, mais partout on voit des antériorités dans les formes de mobilisation locale, des territoires qui sont partis, on en a parlé tout à l'heure, dans la communauté des Moges ou ailleurs, qui sont partis dans des mobilisations depuis les années 70, d'autres qui se sont mobilisés plus récemment. C'est aussi intéressant de mesurer les effets aussi de bifurcation qui ont pu être réalisés dans les territoires à la faveur de mobilisation d'acteurs ou de mobilisation de dispositifs de politique publique. Ce qui est intéressant dans les territoires écoutés, c'est finalement aussi la diversité des échelles qui sont proposées là, dans ces territoires écoutés. On parle de territoires communaux, on parle de territoires intercommunaux, on parle aussi de territoires qui correspondent peut-être plus à des bassins versants parfois, ou à des bassins liés à des éléments naturels ou à un élément naturel, je pense au Canigou. On est sur des territoires parfois institutionnels, des territoires de projet, type pays par exemple. Ces territoires aussi se singularisent par finalement un certain nombre de préoccupations communes. Partout il y a de l'engagement ascendant du côté des acteurs publics, des acteurs politiques, mais aussi du côté associatif, du côté de certains dispositifs portés par les CAF par exemple, et bien sûr du côté des acteurs politiques. Ces territoires aussi, ils ont pour point commun quand même d'avoir à un moment donné porté interrogation ou attention à la question des transitions. Alors on le verra, pas toujours de manière globale ou transversale, mais en tout cas ces sujets ont émergé dans leur agenda d'action locale. Et puis ces territoires, et ça c'est aussi peut-être un des enseignements moi qui m'a marqué dans les premières lectures que j'ai pu faire de ces écoutes, c'est que ces territoires finalement ils donnent le pouls de 20 à 30 ans, voire plus 50 ans de politique publique à l'attention des territoires. On voit là s'accumuler des dispositifs, certains très anciens et qui ont été réactualisés, des nouveaux dispositifs, et on voit qu'ils ont fait œuvre de digestion, parfois pas très facile, c'est un peu comme la mousse au chocolat, parfois où le millefeuille on le digère bien, et parfois on le digère moins bien, et parfois on a envie de le vomir, mais partout on fait avec. Alors je ne vais pas... Mais il y a quand même parfois cette idée d'une digestion qui n'a pas toujours été menée à bon escient ou à bon coup. Mais voilà. Et puis, un autre élément qui interpelle dans ces territoires, c'est parfois la difficulté qui est exprimée aujourd'hui de faire, ou en tout cas de refaire un projet de territoire. On sent que partout, il y a quand même de l'incertitude qui est liée peut-être effectivement à des éléments de contexte de ce qui est vécu, mais aussi à l'agenda des politiques publiques et puis aussi à la force des interpellations, des transformations locales, parce que s'il y a parfois indigestion du côté des politiques publiques, il y a eu par le bas aussi accumulation de transformations, débrassage de population, des événements économiques, sociaux, etc., qui ont un petit peu là aussi passé les territoires dans une sorte d'essoreuse dont il faut tirer la substantifique moelle aujourd'hui. Donc finalement, dans ce contexte de transformation, de mutation, comment finalement se reconstruisent les projets, les manières de faire, les valeurs autour des projets de territoire en lien avec les enjeux de transition. Donc, le deuxième temps, c'est de revenir effectivement sur ce que nous disent ces écoutes de l'action publique locale, de ses articulations avec les actions citoyennes. Alors le parti pris qui a été choisi dans cette synthèse, c'est de se dire, bon, si on veut parler des articulations, allons d'abord quand même regarder ce qui se passe du côté des actions publiques dans ces territoires, regardons ce qui se passe du côté des initiatives et de la mobilisation citoyenne, et puis regardons voilà, aussi ce qui se passe du côté de leurs articulations. Alors, du côté de l'action publique locale, j'ai déjà pointé un certain nombre d'éléments. Ce que l'on constate dans tous les territoires, voilà, qu'ils soient des communes, qu'ils soient des territoires de projets, des pays, des PETR, voire des intercommunalités, c'est que partout, il y a de l'engagement, des acteurs qui essaient de porter une vision, un projet de territoire, en respectant, on va dire, le logiciel de base de ce qu'est le développement local, un projet de territoire transversal,
s'appuyant aussi voilà, sur une écoute des territoires. Ces projets, ces engagements, on les observe à toutes les échelles. On voit la capacité voilà, de ces acteurs à s'organiser, à mobiliser des dispositifs et des fonds, à essayer d'innover, d'expérimenter pour répondre finalement aux problématiques qui se posent dans les territoires. Mais du côté de l'action publique, ce que l'on voit beaucoup et ce que l'on entend dans les territoires, c'est le fait aujourd'hui de situations où les acteurs se sentent finalement interpellés, déboussolés parfois, face à l'instabilité des appuis, des orientations des politiques publiques. On sent une action publique locale parfois encombrée par le haut, comme je le disais, par des dispositifs, mais aussi interpellée par le bas, par finalement les attentes des citoyens, par les urgences qui peuvent se poser dans les territoires. Et ce qu'expriment les acteurs publics, c'est finalement, après parfois pas mal de temps d'accumulation d'expérience, c'est la difficulté à partager une vision, à la faire valoir finalement, à la légitimer aussi dans d'autres univers que ceux des acteurs publics. Et donc ce qu'on observe au moins dans certains territoires, c'est presque une logique d'hyperpolarisation de l'action publique, de création finalement de logique de bulles, d'un entre-soi, où des acteurs initiés finalement sont capables de se projeter, de mener des actions programmatiques de planification, de PCAET, comme on évoquait tout à l'heure, mais parfois avec la difficulté de rendre ces formes d'action partagées au sein du territoire. Et puis, autre écueil qui est pointé du côté de l'action publique, c'est finalement la difficulté aussi à construire une relation co-construite, pérenne dans le temps, avec les acteurs de la société civile, et finalement parfois une tendance à instrumentaliser les formes de participation émergentes dans les territoires. Du côté des initiatives citoyennes, des initiatives ascendantes, qu'elles soient apportées par des collectifs associatifs ou par des associations, ce que l'on constate là aussi, c'est qu'il y a émulation, il y a des formes de mobilisation multiples partout dans ces 9 territoires, y compris à des échelles parfois micro, qui ne sont pas forcément les échelles des territoires où se mène l'action publique. Des actions qui sont portées par des acteurs avec des statuts, on va dire, différents, associatifs, mais aussi par des collectifs, parfois informels, ou organisés à travers des formats qui sont des SIC, on en parlait tout à l'heure, des coopératives. Et je reprends là l'expression d'un acteur qui a été interrogé, je crois, dans le territoire de la Thiérache, qui disait « la marmite bout par le bas ». Et on voit bien que dans tous les territoires, cette marmite, elle bout, elle traduit voilà, des formes d'engagement multiples, des préoccupations multiples, sur une logique finalement qui peut être à l'écart de la logique programmatique qui anime l'action publique et les politiques publiques. Cette marmite, elle bout par le bas sur des questions qui touchent finalement à des droits fondamentaux, finalement à des questions qui ont à voir et qui traitent, on va dire, de la vie quotidienne des populations, de leurs besoins fondamentaux, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'énergie, la gestion des déchets, la question du logement. Voilà, des questions aussi sur les droits culturels, sur la manière d'accéder à la culture. Donc on est dans une série d'expérimentations qui incarnent une démocratie du faire, du droit au but, on dira, de l'action qui doit immédiatement s'incarner par des résultats, par des actions qui participent à transformer immédiatement la vie des populations. Et ce qui est intéressant aussi du côté de ces initiatives citoyennes ascendantes, c'est qu'elles ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'on pouvait connaître peut-être dans les années 70 ou 80. On pourrait parler finalement de logique de mobilisation plutôt de l'ordre de l'utopie concrète. On n'est pas dans l'ordre des grandes utopies, mais dans l'utopie concrète, avec comme préoccupation le bien vivre, la cohabitation avec les autres, et parfois aussi avec la nature. Et un élément de boussole de ces initiatives, c'est la proximité. Agir en proximité. Souvent, les actions sont menées à l'échelle communale ou parfois à l'échelle intercommunale. Mais proximité ne signifie pas enfermement sur le local. Ce qui est intéressant à travers toutes ces initiatives, c'est leur capacité finalement à faire lien
à déborder, à transgresser le local, à aller chercher des ressources lointaines, comme le disait tout à l'heure Marie-Hélène à propos de Terra, mais on le voit sur plein d'autres expériences aussi associatives. Ces initiatives citoyennes, je dirais qu'à l'image de l'action publique aussi territoriale, elles rencontrent leurs écueils, elles rencontrent aussi leurs limites, et peut-être à la limite, elles sont presque du même ordre, ces limites. Une des difficultés, c'est, je parlais tout à l'heure de l'hyperpolarisation de l'action publique. Du côté des initiatives citoyennes, c'est l'éparpillement, la méconnaissance qui peut exister à l'échelle des territoires, qui du coup renvoie à un besoin d'interconnaissance. On a beaucoup d'initiatives qui cohabitent, qui coexistent, qui n'ont pas trouvé forcément des cadres de dialogue et qui sont parfois aussi concurrentes. On trouve aussi dans ces initiatives des engagements qui sont fragiles pour des problèmes de renouvellement d'engagement, de passage de relais, d'accès à des ressources aussi, des ressources humaines, des ressources économiques pour stabiliser leurs projets. Et puis, du côté des initiatives citoyennes, ces écoutes, elles permettent aussi de porter un regard intéressant sur un outil de la démocratie participative ancien, hérité, mais fort intéressant, que sont les conseils de développement. Alors, ils ne sont pas présents dans tous les territoires écoutés, mais ils le sont souvent, et on voit que partout, ils sont contraints finalement à une urgence de renouvellement, aussi bien dans leur dynamique de mobilisation que dans leur manière de faire. Cette logique de la concertation, de la réflexion, à côté des élus, elle est aujourd'hui amenée à peut-être évoluer vers des formes de gouvernance plus coopératives et plus engagées du côté de l'action. Alors maintenant, le troisième champ d'observation, c'est finalement comment se rencontrent ces expériences, quelles articulations on peut voir entre action publique et initiatives citoyennes dans les territoires. Donc ce qu'on voit dans les territoires, alors on a employé tout à l'heure le terme de pépite, c'est un terme que j'avais utilisé en faisant la lecture croisée de ces écoutes territoriales. On peut dire que dans chaque territoire, il y a des pépites. Des pépites au sens d'une expérimentation porteuse de sens, porteuse d'avenir, porteuse d'interpellation. Ça ne veut pas dire que ce sont des modèles, ou que c'est du prêt-à-porter qu'on va pouvoir comme ça répliquer et reproduire ailleurs. Il me semble que ce qui caractérise ces rencontres, je ne vais pas reprendre des exemples, 3 ont été traités tout à l'heure, mais dans chaque territoire, on en retrouve sur différents formats. Ce qui les caractérise finalement, c'est que souvent, elles s'appuient finalement sur des structures assembleuses, sur finalement des lieux ou des formats de gouvernance qui vont être facilitatrices de coopération. Ça peut être une association, si on va sur le secteur de la Biovallée, ça peut être un syndicat mixte, ça peut être aussi au sein d'une intercommunalité ou d'un conseil de développement, en tout cas des structures, parfois des tiers-lieux, qui ont une capacité à faire évoluer des formes de gouvernance, à passer des relais et peut-être à accepter finalement de se déformer, de s'adapter finalement à la régulation de problèmes à différentes échelles. Savoir un peu déborder le cadre classique d'un fonctionnement d'institution. Donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est d'observer ces formes de gouvernance qui réinterrogent finalement les postures de chacun des acteurs. Ces hybridations, elles sont aussi parfois facilitées par des dispositifs de politique publique. Je crois que ça aussi, c'est intéressant à noter parce que ça veut dire que il ne faut pas aussi jeter peut-être trop rapidement des politiques publiques dont j'ai pu dire tout à l'heure qu'elles s'étaient parfois corsetées. Mais on voit qu'il y a des formats de politique publique, celles peut-être qui travaillent le moins en silo, qui jouent sur de la transversalité, qui jouent sur des pas de temps longs, et qui supposent du coup de faire confiance finalement à des acteurs, de leur donner le temps de se rencontrer, de partager. On en a parlé tout à l'heure des plans alimentaires territoriaux, mais il y a également d'autres dispositifs, des opérations grands sites, par exemple, où autour d'un élément de la gestion d'un élément naturel, les acteurs prennent le temps du dialogue, prennent le temps de l'expérimentation. Et on sort finalement de cette logique d'une politique publique qui n'est pas un problème égale un dispositif, mais un processus et des acteurs qui saisissent des problèmes et qui apprennent collectivement à résoudre les problèmes.
Autre caractéristique de ces hybridations, donc rencontres entre action publique et puis initiative citoyenne, ce qui les favorise ou les facilite finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler la saisie de commun, la saisie d'objets qui quelque part s'imposent à tous et à toutes parce qu'ils répondent finalement à des besoins fondamentaux. Donc on le voit dans les territoires, question d'alimentation, question d'énergie, question, on va dire aussi d'accès au logement, à la culture, je l'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est véritablement cette réflexion sur les communs et un facilitateur, on va dire, des hybridations, y compris ce qu'on peut appeler les communs négatifs, comme par exemple les déchets. On voit aussi le rôle des arts, de la culture aussi, qui sont des facilitateurs finalement d'une culture commune dans le territoire, parce qu'ils amènent des acteurs aussi à effectuer des pas de côté. Les principes aussi facilitateurs de ces articulations et de ces hybridations, c'est finalement des manières de faire, on va dire des logiques d'intelligence collective qui se fabriquent dans les territoires et qui viennent réinterroger là aussi les formes d'ingénierie qui ont pu se développer dans les territoires par justement des actions davantage programmatiques. Et donc là, on voit toute l'importance, l'intérêt de ce qu'on pourrait appeler la facilitation, la médiation, qui amène les acteurs finalement à sortir de rôles assignés dans l'accompagnement de projets. Et là aussi, on voit se multiplier des outils concrets qui facilitent, on va dire, ces hybridations. Et ce qui est intéressant, c'est que ces outils, aujourd'hui, on les met souvent en exergue, mais il ne faut pas sans doute les déconnecter des valeurs dont ils sont porteurs, ces outils. Ils ne sont pas des outils en soi, mais ils sont des outils, on le voit, qui sont remobilisés dans les hybridations en référence aux valeurs de l'éducation populaire, mais aussi autour de la gestion des communs aujourd'hui. Sur la rencontre entre ces initiatives citoyennes et l'action publique, on voit aussi de nombreuses marges de progrès, elles ont été évoquées tout à l'heure. Ces rencontres, elles restent finalement dans les territoires encore ponctuelles, elles restent partielles, focalisées ou sur des périmètres ou sur des formats d'action ou des types d'action, et on voit bien qu'elles ont des difficultés finalement à embarquer ou à renouveler le projet de territoire, à irriguer l'ensemble du projet de territoire. Alors pour terminer, pour terminer sur quelques perspectives de réflexion, peut-être que je les reformulerai autrement aujourd'hui. Je pense qu'à partir de ces écoutes, on a un certain nombre d'ingrédients ou d'éléments de réflexion pour peut-être penser collectivement une reprise en main, je dirais, joyeuse du développement local, parce qu'on sent bien qu'il y a de la pression partout, mais qu'il y a sans doute besoin de remettre là-dedans de l'envie. Et pour continuer à penser, on va dire, le développement local comme une forme de mobilisation collective pour le traitement, on va dire, des problèmes de vie quotidienne et de conditions d'habiter dans nos territoires. Et pour finalement repenser, reprendre en main ce développement local, il me semble qu'il y a trois éléments sur lesquels il faut reprendre la main, ou en tout cas reprendre le débat. Le premier, c'est la boussole. C'est comment installer partout dans les territoires, un peu à la manière, on a parlé tout à l'heure de Bruno Latour, mais on pourrait parler aussi de ce que nous dit aujourd'hui une philosophe qui travaille aussi sur les questions de santé, qui est Cynthia Fleury, sur finalement de quoi on dépend et ce qui ne peut pas nous être volé. Parce que finalement, ces 20 ou 30 ans de développement local à l'aune des politiques publiques, on sent bien qu'aujourd'hui, il faut reprendre la main au sens de la boussole, de se dire au fond, on agit pourquoi, on agit avec qui, et finalement pour faire quoi dans nos territoires. Et donc d'une certaine manière, c'est tout le sens du projet qu'il faut reposer, ses finalités, ses valeurs. Je disais dans une de mes conclusions, je crois, c'est le développement local. Pourquoi ? Dans les années 70, on parlait tout à l'heure de rébellion pour résister. On parlait aussi pour continuer à vivre. Il me semble qu'aujourd'hui, dans ce que expérimentent les territoires, c'est finalement le développement local pour vivre, pour continuer à habiter notre planète, à survivre, mais aussi sans doute à l'habiter autrement, et voilà, autour d'un habité commun. Donc je ne reprends pas ici un certain nombre d'éléments, mais finalement, comment on réenclenche dans les territoires
cette question de la boussole, du destin commun, autour de quelles finalités, de quels enjeux et avec quelle logique d'acculturation aux enjeux, on va dire, qui sont ceux que nous avons là, devant nous et demain. Voilà, comment être à la hauteur de ce qui nous arrive, pour reprendre une expression de Deleuze. Un deuxième levier ou question pour reprendre la main, c'est finalement reprendre en main ce qui fait le commun dans nos territoires, ce qui fait commun aujourd'hui, c'est-à-dire ce à quoi on tient, ce que l'on ne veut pas se voir voler, ce qui fait commun du point de vue du vivre ensemble, et là aussi sans doute revisiter peut-être la manière dont on appréhende ces manières de vivre ensemble en termes de cohabitation. On n'a déjà pas résolu le vivre ensemble social, comment va-t-on résoudre le vivre ensemble, on va dire, social et écologique? On a là aussi des pas de côté à faire. Ce qui fait commun du point de vue de l'agir ensemble. Donc on est passé de la logique du gouvernement à la logique de la gouvernance dont on voit les limites demain. Est-ce que c'est le gouvernement coopératif, la démocratie directe? Comment revisiter ces notions? Qu'est-ce qui fait commun du point de vue du rapport aux ressources et à la manière de rétribuer ces ressources? On a vu tout à l'heure un certain nombre d'interrogations posées, et dans les territoires, on voit des expériences aussi. Qu'est-ce qui fait commun du point de vue du territoire? Comment revisiter cette notion fondatrice de territoire, de local, de proximité? Redécrire finalement le territoire en sortant peut-être des diagnostics classiques que nous sommes habitués à faire et qui sont aussi surdéterminés par le poids des maillages et de nos grilles de lecture, en intégrant effectivement cette dimension écologique. Et comment faire commun du point de vue, alors c'est le dernier point, des manières de faire. Comment revisiter les manières de faire, les manières d'accompagner, de susciter le développement local qui réinterroge tout le monde, à la fois l'élu, le technicien, le citoyen, en reliant des méthodes et des valeurs, et qui interpelle aussi une démarche et une approche qui a beaucoup été oubliée, qui est l'approche systémique. Hop, pardon. Bon, j'ai perdu mon truc. Voilà. Et donc, pour conclure ce propos, je pense que ces écoutes territoriales, comme d'autres qui ont été menées, et comme le travail dont vont parler Philippe Carbas et Pierre-Antoine Landel, les travaux que produit l'UNADEL, nous invitent, je pense, à faire œuvre collective de renouvellement de la pensée du développement local au service des transitions, en réinterrogeant ce que je viens de dire, la boussole, les valeurs, les objectifs, les manières de faire, les manières d'agir. Et peut-être pour vraiment conclure, ce que je voudrais dire, ce que moi je retire comme aussi expérience, compétence de cette lecture des écoutes territoriales, c'est peut-être un message que je porte là pour les réseaux du développement local. Il me semble que pour reprendre la main, redéfinir la boussole, finalement, on a besoin d'espace, on a besoin de lieux où on accepte collectivement de se décaler. De ne pas se retrouver qu'entre élus, comme le font les associations d'élus. Ne pas se retrouver entre universitaires, comme savent très bien le faire les universitaires. Ne pas se retrouver qu'entre professionnels de tel secteur, du social, de l'écologie, etc. Mais d'avoir de vrais lieux, des espaces, des interstices où finalement chacun est déstabilisé et n'est pas dans son univers, je dirais, de confort. Accepte d'entendre aussi, de découvrir des trajectoires, des propos, pour construire finalement de nouvelles manières de formaliser, de produire finalement la lecture de ce qui fait problème commun et de ce qui peut faire projet commun. Et il me semble modestement que à travers les outils, pas les outils, mais les méthodes que construit l'UNADEL, qui n'est pas une boîte à outils, mais plutôt des démarches réflexives, il y a là finalement des espaces pour peut-être réalimenter ce logiciel du développement local. Alors, donc merci beaucoup Laurence. Je souris parce que je vois déjà une main levée. Alors on va se laisser 5
10 minutes pour les questions. Je suis désolé, ça va être assez court pour laisser la parole à Pierre-Antoine et Philippe. Et je rappelle que voilà, vous avez le livret avec tous les exemples en fait et tous les territoires qui ont été écoutés qui permettent d'illustrer les propos là, qui ont été tenus par Laurence. Répondre directement à ma question. Ok. Bravo, c'est magnifique. Quel tableau, quel tableau. Et donc, par rapport à cette boussole, j'aurais envie d'ajouter cette idée toute simple qu'on n'ose pas se dire tel que, qui est de la nécessité de se poser la question de pourquoi je suis sur Terre, pourquoi on est sur Terre. On ne l'a pas dit tel que, donc je la rajoute. Parce que le fait de partir de cette question-là nous permet de poser d'emblée la question de notre rapport avec notre environnement, de tout ce qui constitue l'environnement, concret, tout ce qui est autour de moi, dans toute l'immense variété des activités de chacun et de toute l'immense variété de tous les règnes de la nature et de tout ce qui fait la vie de la Terre. Et à ce moment-là, ça donne la raison d'être à tout ce réveil citoyen incroyable dans lequel on est et dans lequel il est important de voir la finalité finalement. Et la finalité ? Voilà, ça marche, ouais. La finalité qui est en rapport avec une vision historique du développement de la Terre, d'où on vient, où on va en fait. D'où on vient, où on est maintenant, mais vers où ça va. Comment je peux comprendre vers où elle veut aller la Terre? Et de ne pas rester enfermé dans l'histoire individualiste qui est ouais, le bien vivre, voilà, on voudrait être bien, quoi. On voudrait être tranquille, machin. Donc, c'est bien au-delà de ça, les valeurs qu'on porte en nous, quand on veut bien s'interroger. C'est quel est mon lien avec tout ce qui est autour, comment je peux comprendre ce qui ne va pas, d'où ça vient ce qui ne va pas, et il faut faire quoi pour que ça change. Donc, d'identifier ce qui ne va pas, c'est depuis au moins 200 ans, il y a la prise de pouvoir par ceux qui veulent que ça soit la rentabilité, la financiarisation, et qu'une minorité qui utilise au profit de cette rentabilité. Donc ça fait la tête. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord que c'est une bonne, que c'est effectivement de se demander pourquoi je suis sur Terre, si c'est pas justement la bonne question, et en rapport avec le fait il y a une évolution qui doit se faire. C'est pas arriver au truc que chacun vive bien, mais comment on mange à sa faim, etc., qui est très limité, mais comment je peux me mettre au service du développement de la Terre jusqu'à ce qu'il y ait une vraie collaboration entre tous les citoyens et que le pouvoir y soit complètement partagé au niveau de tout un chacun. Merci beaucoup. C'était une question un peu longue et assez profonde. Du coup, Laurent, je te laisse te dépatouiller avec ça. Et on a peut-être une deuxième question. Par contre, il faudra qu'elle soit à peu près 10 fois plus courte. C'est possible. Merci. Il faut que je réponde. Non, enfin, je vais pas répondre parce que je pense qu'il faudrait effectivement prendre beaucoup de temps et toutes les questions que vous posez, on peut dire qu'elles sont effectivement aujourd'hui, elles reviennent en force dans plein d'univers et ce sont des questions concrètes. Alors pourquoi on est là? J'aurais envie de dire celle-là, bon, on pourrait l'évacuer, on est là. Donc on est là parce que je ne peux pas. Nous sommes là et c'est plutôt la question, oui, effectivement, après de voilà. Quel est vous disiez quel est notre rapport avec notre territoire, ce qui est la raison de ce réveil citoyen, c'est qu'effectivement il y a réinterrogation, que je trouve aujourd'hui importante d'arriver à reformuler par des questions simples, parce que finalement plein de choses, plein de faits nous ont amené finalement
d'une certaine manière, et on le voit dans tous les univers, à nous éloigner, y compris de nous-mêmes, à savoir pas s'observer en tant que corps, à pas savoir s'observer comme étant partie prenante d'un système. On est partout dans des logiques de mise à distance et puis de création d'intermédiaires ou de filtres qui parfois ne nous amènent pas à observer ce qui nous arrive en fait. Et on a l'art de regarder ce qui nous arrive pas, et de répondre à des faux problèmes. Donc l'enjeu, c'est effectivement, et c'est peut-être ce que proposent aujourd'hui certains penseurs, philosophes, sociologues, mais aussi des géographes, des économistes aussi, à essayer de regarder les choses par des mécanismes, en fait, d'un système, de quoi on dépend, de quoi on a besoin pour vivre, de façon, on va dire, essentialiste, mais aussi... parfois aussi un peu de projection culturelle. Donc c'est essayer effectivement de revenir à ces questions, un peu de se comprendre comme habitant sur Terre et en tant que porteur aussi d'actions, d'engagements qui vont contribuer à rendre reproductible finalement cette présence de pourquoi on est là et pourquoi d'autres pourraient être là après nous. Je ne sais pas si je suis très claire parce que je fatigue, et que la question est compliquée, mais ce qu'on voit dans les territoires, c'est que partout finalement, de manière très simple, en plantant des arbres, en s'occupant d'accès à l'alimentation pour tous, de justice alimentaire ou en se préoccupant de la question de l'habitat, de la rétribution juste, etc., eh bien, il y a un retour vers effectivement des actions simples et qui rendent finalement l'habité peut-être pas si compliqué que ça à gérer, même s'il y a beaucoup d'efforts à faire pour le rendre pérenne encore. Merci beaucoup. Pour compléter la réponse, peut-être, il y a les enseignements des Journées des Territoires de 2019 où Bruno Latour était invité, que je vous invite à aller regarder sur le site. Et au-delà de la blague, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de traiter une question aussi importante que celle-là, mais en effet, oui, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, c'est la question la plus importante qu'on ait à se poser tous. Je vais essayer d'être rapide, mais je ne peux pas être plus long. Mais en tout cas, je ne suis pas convaincu de l'image de boussole. Elle doit avoir des tas de bienfaits en termes de cap, d'orientation, de navire et tout ça, mais je ne sais pas. En tout cas, j'en ai pas de meilleure à proposer que celle d'une boussole pour identifier une voie commune pour un projet commun, mais bon. Je ne sais pas quelle définition l'UNADEL donne à celle de société civile, et quelle amplitude et jusqu'à quel point le plus poussé de la vision du citoyen, du plus jeune au plus vieux. Et je me demande si dans nos efforts diagnostiques ou de prospective, ou ici on les a appelés les écoutes participatives, est-ce qu'on va vraiment au bout des choses lorsqu'on cherche à consulter toutes et tous sur un projet de territoire commun? Et là, j'entends, j'avais fait, et je vais être rapide sur une anecdote, moi j'avais dit, mais il me semblait essentiel sur un projet de territoire d'aller consulter les écoles, dont les plus petits, les EHPAD, donc les plus vieux, pourquoi pas les clubs de foot, et pourquoi pas, oh là, je vais me faire incendie, les églises, enfin les représentations religieuses. Et on m'a regardé avec des gros yeux au niveau de la gouvernance du projet, on m'a dit, mais ça va pas. Enfin, on ne va pas perdre, on n'a pas le temps. Déjà, on n'a pas le temps d'aller consulter toutes ces représentations-là. Et pourquoi? Parce qu'on a des têtes de pont, on a des fédés, on a des associations éminentes. Qu'on aille dans le public ou dans le privé, il y a des tas de gens qui sont là en représentation. Et toutes ces voix-là, finalement, elles ne sont pas... Et donc la question que j'ai, c'est est-ce qu'on a des collectifs un peu plus improbables? Est-ce qu'ils ont été consultés, écoutés? Parce que on est très fort pour parler de citoyens, mais nous-mêmes, en ingénierie territoriale, on va rarement solliciter ces niveaux-là de citoyenneté, et qui sont force de proposition aussi, considérables. Mais on n'y va pas. Merci pour la question. Laurence, du coup, je te laisse répondre à cette question. Peut-être juste pour préciser sur la démarche des écoutes territoriales, l'idée c'est de travailler avec les territoires pour identifier un certain nombre d'acteurs et ensuite on s'autorise à aller rencontrer des acteurs, enfin, ceux qui nous hébergent, ceux chez qui on va au resto, les habitants du marché, etc. Je vous donne une précision, une indication sur la démarche des écoutes territoriales. On travaille beaucoup en amont pour préparer la rencontre sur le terrain. La durée sur le terrain, c'est de 3 jours.
Donc ça reste relativement limité pour aller rencontrer l'ensemble des habitants d'un territoire. Et donc voilà, on n'a pas de prétention à l'exhaustivité. Néanmoins, on arrive à rencontrer sur chaque écoute territoriale environ une trentaine d'acteurs, de partenaires, plus pas mal d'à côté. Ce qui nous donne une vision du territoire quand même assez large. Mais, voilà. Et la question peut-être sur la société civile. Oui, je pense que Rémi a en partie, tu as déjà répondu à la question. C'est vrai que ces écoutes territoriales, c'est parti pris, c'est sur un temps court. Comme l'objectif, c'était pas de rencontrer tous les habitants et que peut-être effectivement il y a des choses qui pourraient être envisagées. Et finalement, quand on lit ces écoutes, on a envie de se dire il faut retourner dans ces territoires, il faut aller creuser. Et dans plein d'écoutes, on voit des acteurs qui disent, et au moment en tout cas des restitutions miroirs, effectivement, les jeunes, dans chaque territoire, il y a les oubliés. Les oubliés, je n'aime pas parler des invisibles parce que je trouve que c'est terrible de dire qu'il y a des gens qui sont invisibles. Mais il y a effectivement des publics qui ne sont pas toujours qui sont pas présents spontanément. Par contre, on voit bien dans les territoires, je ne veux pas redécortiquer chaque expérience, mais Pays de Thiérache ou Pays des Châteaux ou d'autres, on voit qu'il y a des acteurs, il y a des centres sociaux, il y a des organismes aussi de solidarité qui sont parfois en tout cas des médiateurs ou des intermédiaires pour finalement en tout cas porter cette voix. Et ça me permet de rebondir sur une question qu'ont posée des étudiants qui sont dans la salle, mais vous l'avez posée tout à l'heure dehors, et je trouve qu'elle est bien de la ramener dedans. Quelqu'un, je ne sais plus qui sont, voilà, ouais, c'était très très bien. Peut-être que vous pouvez la reposer, la question que vous posiez dehors. Alors on est à la troisième question. Donc... Pardon, je ne mets pas à c'est pas grave. Augustin Guet, du coup, carrière, des territoires durables du point de vue du Sénat. C'était juste par rapport aux jeunes, comment les impliquer du coup, comment les impliquer dans des décisions politiques et comment les amener à s'impliquer, au-delà de juste dire on fait des associations pour qu'ils viennent ou des choses comme ça, c'est plus les inciter à venir du coup, dans les concertations, des choses comme ça. Voilà. Comment leur donner la parole lors des journées? Voilà. Quelque part, c'est peut-être un angle d'attaque pour des écoutes territoriales. Et là, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous aviez fait des commentaires en disant oui, effectivement, dans les territoires, quand on a créé un conseil municipal de jeunes, on se dit ça y est, l'affaire est réglée, les jeunes ont leur lieu, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant. C'est pas la question des politiques jeunesse, mais de savoir comment les jeunes peuvent être acteurs des territoires. Et moi j'ai juste une petite expérience qui n'est pas dans un territoire écouté, mais une expérience, ça serait d'ailleurs un territoire peut-être à l'écouter, où les élus d'une intercommunalité de montagne en fait étaient en train depuis 18 mois de réfléchir à l'élaboration de leur plan local d'urbanisme, acte programmatique et qui peut être hyper technique, d'un côté, travailler avec des bureaux d'études, qui a beaucoup de réunions, et puis il se trouve qu'il y a un enseignant du territoire, un prof d'école, qui était conseiller municipal, et qui dit pourquoi pas finalement rendre à la prochaine rentrée scolaire, faire du PLUI un travail finalement qui va mobiliser toutes les écoles du territoire, les écoles pas maternelles mais primaires, et ça va être finalement le fil rouge de pas mal de nos enseignements. Et finalement, les enfants de toutes les écoles du territoire, il y en avait 8, ont travaillé sur la mobilité, sur la prévention des risques, la construction, où est-ce qu'on a envie de vivre, comment on se projette, nos espaces publics, etc. Et ils ont dessiné finalement leur village de demain, leur PLU de demain. Ils ont donné ça en occitan, ça s'appelle Adenank, ça veut dire avenir. Et ils ont présenté sous forme de maquette le travail aux élus. Et les élus ont été bouleversés, mais vraiment bouleversés, en disant finalement ils ont levé tous les enjeux. Et ils sont même allés au-delà d'un certain nombre d'enjeux que nous avions, nous, identifiés. Et donc, quelque part, c'est aussi la preuve que si quelquefois on ouvre dans les manières de faire, et qu'on joue sur de l'intelligence collective en se disant les enfants de ce territoire, c'est les habitants potentiels de demain, ils ont sans doute des choses à dire sur comment ils ont envie de vivre dans leur vallée, leur village et leur montagne, on peut faire émerger des choses, à la condition après d'entendre, d'écouter, de transformer leurs propositions et de continuer à les associer. Et aujourd'hui, les collégiens continuent à travailler. Donc, je trouve ça intéressant. Merci beaucoup. Donc Laurence va rester avec nous aussi ce soir. Donc vous aurez des questions que vous pourrez lui poser ensuite. Je suis vraiment désolé, mais on a les deux autres intervenants à laisser parler aussi. On les a invités, donc c'est aussi pour leur laisser la parole, si ça ne vous embête pas.
Voilà, mais Laurence reste avec nous pour l'apéro, qu'on vous invitera à prendre ensuite là-haut. Donc Pierre-Antoine Landel, comment toutes ces questions de transition, comment toutes ces questions d'articulation entre initiative citoyenne et action publique locale questionnent l'ingénierie, comment l'ingénierie aujourd'hui se débrouille avec tous ces enjeux-là. Merci de me donner la parole. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour dire quelques mots sur l'impact de la question de la transition sur les métiers du développement, ou les métiers aussi, les actions du développement qu'on peut appeler local aujourd'hui. Alors, on part d'un travail qui a été fait quand même par l'UNADEL, qui se traduit par un fascicule, les transitions territoriales, qui va être présenté tout à l'heure par Philippe, et dans lesquelles, en page 3, vous allez trouver une définition toute simple. La transition écologique, c'est un processus de transformation au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre à un autre. Donc c'est de Dominique Bourg, un chercheur qui travaille sur la transition, dans le dictionnaire de la pensée écologique. Ceci dit, il y a deux termes qui vont retenir notre attention. Et le premier, c'est le terme de système. Et en particulier, ce que ça signifie quand on parle de système territorial. Alors pour ça, je vais faire une digression, vraiment pour moi très intéressante, par un physicien qui s'appelle Grothendieck, que j'ai découvert en passant par un petit village qui a vécu une histoire vraiment extraordinaire, qui est le Chambon-sur-Lignon, dans la Haute-Loire, dans lequel il y a eu des centaines de réfugiés juifs pendant la guerre, dont plusieurs dizaines d'intellectuels, dont Grothendieck, qui était physicien, et qui a pensé l'espace. Il était physicien, il n'était pas géographe et tout ça. Il a donné une définition de l'espace comme étant un ensemble dans lequel ce ne sont pas tant les éléments qu'ils composent qui sont intéressants, mais ce sont les relations qu'ils ont entre eux. Et pour moi, une fois que j'ai compris ça, eh bien, je vous promets, ça a été une ouverture très intéressante pour arriver à mieux penser le territoire. Dans le territoire, ce n'est pas tellement les éléments qu'ils composent qui nous intéressent, c'est les relations qu'ils ont entre eux. D'où tout un tas de questions nouvelles quand même, auxquelles on est confronté. C'est qu'un territoire, c'est des acteurs, mais dans ces acteurs, il y a des humains et il y a des non-humains qui sont en relation entre eux avec une question redoutable, c'est d'arriver à caractériser ces relations dans un processus de transition. La deuxième remarque préliminaire, c'est la question du régime d'équilibre. On passe d'un système en équilibre à un autre système dont l'hypothèse serait qu'il serait aussi en équilibre. Alors ça, c'est assez redoutable parce qu'on sort d'un système extrêmement puissant, dont on sait tous le caractériser avec ses limites, ses fins, ses déséquilibres, ses risques, mais dont on sait qu'il a une puissance d'équilibre absolument phénoménale. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'agriculture. Quand on voit la puissance du système d'agriculture productiviste à résister malgré tous les handicaps que ça pose en termes de santé, de qualité, d'économie, etc., c'est un système extrêmement puissant, extrêmement équilibré. Et il s'agit de sortir de ce système pour aller à un autre système. Le problème, c'est qu'on ne sait pas là où on va. Vous imaginez, moi j'ai beaucoup travaillé sur la montagne, donc vous êtes au pied d'un col, vous regardez le col, vous savez qu'il faut le passer, vous êtes obligé de le passer, ça c'est sûr, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme vous vivez, vous êtes obligé de le passer, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, et vous ne pouvez pas le représenter. Et ça c'est un domaine extrêmement problématique quand on veut penser l'ingénierie du développement du territoire. Parce qu'on se trouve dans une situation, on a un point de départ aussi assez clair dans le développement local, dans l'ingénierie du développement. On part de deux mots-clés. Le premier, c'est le mot projet. Alors là, je vous invite à relire vraiment un travail extraordinaire, Anthropologie du projet, par un sociologue, Boutinet, qui dit que le projet est devenu omniprésent depuis la crise de 1973. Il est vraiment l'objectif indépassable. Il se compose en plusieurs opérations, dont celle du diagnostic, d'où le diagnostic de territoire, en celle de la construction d'un horizon à atteindre, d'où la prospective territoriale, et puis celle d'un chemin qui relie les deux, le point de départ à l'horizon à atteindre, qu'on appelle la stratégie.
Le problème, c'est que ce modèle-là, il ne fonctionne plus exactement comme ça. Il n'y a pas un point de départ, un point d'arrivée. On sait tous que quand on est face à un projet, il y a tout un tas d'aléas, d'impondérables qui font qu'on réajuste sans arrêt l'objectif, on réajuste sans arrêt la stratégie en fonction des moyens. Et donc, on est dans un contexte devenu très instable de ce point de vue-là. Et enfin, le deuxième point du développement local, ça a été la capacité à articuler des échelles différenciées. Dans l'histoire du développement local, on a vu la multiplication des échelles, de communes, intercommunalités, départements, régions, Europe, etc. Et puis on a vu la multiplication des acteurs. Les acteurs, ce ne sont plus uniquement les élus, éventuellement les associations, c'est les entreprises aussi, c'est les non-humains, etc. Donc tout un tas d'élargissements qui se posent et qu'on est confronté. Et donc, partant de ça, on sait qu'en matière de développement, d'ingénierie du développement, on est confronté à 3 logiques qui sont à mettre en mouvement. La première, c'est le passage d'une logique de la compensation, qui est un peu vieille, vieille compensation des handicaps, etc., mais aussi la logique de la spécification. Tous ceux qui ont travaillé sur le développement territorial, avec l'exemple de Bernard Becker, sont très marqués par la ressource territoriale qui permet l'adaptation des territoires à la mondialisation au travers des spécificités des territoires. Et que ça ne suffit plus pour penser le développement. Il faut aussi penser qu'on passe à une logique de transformation. Le mot de transformation devient plus important que le terme de développement. Que le mot de transformation, ça signifie un terme qui a été très utilisé par les écoutes. C'est la façon d'habiter le territoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, habiter le territoire, de plus en plus, ce n'est pas que y résider, mais c'est aussi acquérir la capacité à le transformer. Acquérir les capacités à le transformer. Et ça, c'est une notion très importante pour penser aujourd'hui le territoire. Et donc, c'est peut-être là aussi la notion de transformation qui supplante tout le reste. Le deuxième défi, c'est le passage de l'autonomie endogène. Le développement local a été longtemps pensé comme étant un processus dans lequel on mobilise les ressources locales pour répondre à des besoins locaux, à une logique de mobilisation des interdépendances, c'est-à-dire de renforcer ce que Martin Vanier appelle l'autonomie capacitatrice, c'est-à-dire de passer de savoir-faire par soi-même, mais aussi en tenant compte des autres. Vous avez vu, comme dans les écoutes territoriales, cette question de l'autonomie, elle est omniprésente. On a des projets, mais on ne peut pas faire sans les autres. On ne peut pas faire sans les autres. Et on est obligé sans arrêt de tenir compte de ces échelles. On n'a plus la capacité d'agir seul, d'agir de façon autonome. On doit sans arrêt tenir compte des autres. Et comment faire pour que cette posture nous enrichisse plutôt qu'elle nous appauvrisse? Et enfin, peut-être, c'est là le plus difficile, c'est de passer de la notion du projet de territoire à la notion du projet de réseau. Parce qu'on va le voir, c'est que les territoires ne suffisent pas à eux-mêmes. Ils sont sans arrêt en interaction avec d'autres territoires, d'autres échelles, d'autres acteurs. En particulier, là, on le voit dans les écoutes territoriales, il y a des lieux d'innovation, il y a des collectivités territoriales, etc. Eh bien, tout ça, ça mobilise des notions de réseau, des notions d'échange, de polarité, etc., qui nécessitent d'être travaillées pour mieux appréhender cette question de transformation. Et il s'agit de mobiliser au mieux toutes les ressources qui existent à différentes échelles, à différents lieux, etc., pour les mobiliser au service de la transformation ou de la transition. Et donc se pose la question de la stratégie à mettre en œuvre pour passer de cette ingénierie du développement local à une ingénierie de la transformation. Et ça pose d'abord peut-être une controverse, que moi personnellement j'ai constatée, mais qui n'est pas forcément partagée par tous. C'est la controverse sur laquelle, pour certains, ce sont les collectivités locales qui ont capacité à faire la transition. Pour d'autres, ce sont les innovations sociales, c'est-à-dire les innovations portées par des agents, des collectifs citoyens,
qui ont capacité à faire cette transition. Notre hypothèse, c'est que ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est la qualité des relations qu'il y a entre les deux qui va permettre de renforcer les capacités de transition. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois, avec des relations qu'il s'agit de travailler, parmi lesquelles le terme d'hybridation apparaît central. Mais vous voyez dans la revue, vous avez un catalogue de 6 postures possibles de la relation. Je vous laisse le découvrir, ça vous invitera à lire les travaux de Lunadel qui sont toujours de très haute, grande qualité. Alors, ça permet de poser l'hypothèse en laquelle, bien que pour aller plus loin, il faut poser une hypothèse qu'il existerait des organisations qui sont capables de développer des opérations qui contribuent à cette transition. Et que pour nous, pour l'instant, de ce qu'on a vu comme ces opérations, on les appelle intermédiations, des possibilités de mise en relation. De 3 choses. L'intermédiation entre des connaissances. Pour passer dans la transition, il faut produire des connaissances nouvelles. Mais on ne va pas tout inventer de zéro. Tout territoire, il a produit des connaissances issues de l'histoire. Tout territoire, il a été réceptacle de connaissances importées de l'extérieur. Et puis tout territoire, il produit de la connaissance sans arrêt dans son action. Eh bien, c'est cette hybridation entre ces 3 types de connaissances qui va permettre éventuellement de produire de la connaissance susceptible de faciliter la transition. Ça, c'est la première intermédiation. La deuxième, je l'ai peut-être plus travaillé que les autres, c'est la capacité d'inscrire cette transition dans l'histoire longue du territoire. Tout territoire, il a une histoire. Cette histoire, elle est matérialisée par des objets qu'on voit bien sur les territoires qui sont des patrimoines. Et ces patrimoines, on s'aperçoit que souvent dans les logiques de transition, ils sont mobilisés dans des projets de transition. Eh bien ça, c'est une fonction d'intermédiation entre l'histoire longue du territoire et son actualité contemporaine. Et la troisième, c'est qu'il y a une troisième intermédiation à mettre en œuvre, c'est une intermédiation entre les règles. Tout territoire, il est réceptacle de règles qui sont issues de l'extérieur, qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'État, qui viennent de la région, qui viennent du département, etc. Et tout l'art de l'ingénierie du développement, c'est d'arriver à articuler ces règles. Mais pour quoi faire? Pour sortir des règles qui ont une telle efficacité qu'elles vont s'imposer à celles qui sont issues de l'extérieur et vont avoir capacité à les transformer. Et c'est là qu'on voit la vraie transformation, c'est qu'il y a une capacité de transformation des normes, des règles, des valeurs. Et donc, ça nécessite quand même de repenser cette question de l'ingénierie au travers de ces différents prismes. Et les écoutes territoriales, on l'a vu, donnent, à mon avis, des résultats mitigés dans cette interrelation, en ce sens que vous avez vu, Laurence, elle a parlé de pépites. Une pépite, c'est rare. Une pépite, c'est beau, c'est magnifique, tout ça, ça a de la valeur, mais malheureusement, ça reste un peu isolé. Une pépite, c'est pas un filon, c'est une pépite. Et donc, on a du mal après à l'exploiter. Et que notre hypothèse, là, elle est un peu mise à mal si on réfléchit à cette notion d'intermédiation comme ça, limitée comme ça. Mais notre hypothèse, elle évolue quand on parle de la notion d'opérateur territorial de la transition. Pensées comme des organisations qui sont capables de mettre en œuvre ces intermédiations. Alors on a vu un exemple qui est assez intéressant quand même, qui mérite d'être exploré, c'est les SCIC, bien sûr, puisque ça associe public et privé. Mais il y en a un autre champ qui s'ouvre à nous, c'est les réseaux. Les réseaux, parce qu'ils se multiplient sans arrêt. Vous avez vu tout à l'heure à l'intercours, quoi. On voit la pause. La pause. Quelqu'un a dit que dans la quinzaine écoulée, il n'y avait jamais eu tant de réunions de réseaux nationaux de développement local, etc. Et c'est vrai que ça se multiplie, etc. Et que ça, c'est quand même à interroger. Alors, dans un réseau, quand vous avez affaire à un réseau, il faut interroger 2 choses. Il faut interroger leur forme
Et puis il faut interroger leurs fonctions. Leurs formes, ça c'est la spécialité des géographes, ils aiment bien ça. Vous avez des formes verticales, vous avez des formes fédératives, associatives, etc. A priori, quand on est en transition, il vaut mieux privilégier des formes associatives. Et puis la deuxième question, c'est d'interroger les fonctions des réseaux avec des fonctions de production de services, ne serait-ce que par exemple les services d'accès à ces réseaux eux-mêmes, puisque qu'on soit dans le réseau matériel ou immatériel, il y a des conditions d'accès qui sont assez difficiles, mais c'est aussi des fonctions de production de normes et de règles, et c'est aussi des actions productives. On voit de plus en plus de réseaux qui se lancent dans des actions, par exemple dans l'alimentation, dont on a parlé cet après-midi, de mutualisation des achats, des gestions, etc., des points de vente, etc. Et tout ça, ça pose au final la question de la qualité des relations entre tous les éléments qui composent ces réseaux, tous ces lieux d'innovation, etc. Ça renvoie bien sûr à la pensée de Pierre Rosanvallon qui a beaucoup travaillé sur cette question de la qualité des relations, qui repose sur 3 éléments clés. 1, la reconnaissance des singularités. Deuxièmement, c'est la recherche de réciprocité. On n'est pas tous pareils quand on fait du développement local. On est singuliers, tous, chacun a sa singularité. Mais il faut la reconnaître d'abord. Ensuite, il faut la mettre en jeu pour rechercher les réciprocités. Il y a des échanges possibles. Et enfin, le terme le plus important, c'est la recherche de communalité, comprise à la fois comme la capacité à produire du commun, mais aussi produire des espaces de communalité qu'on peut décrire comme des espaces de délibération, comprises comme la capacité à débattre de façon publique, de façon contradictoire, pour arriver à des compromis qui ont une telle capacité d'élaboration qu'ils vont s'imposer à tous, même à ceux qui ne sont pas d'accord. Quand on sait qu'aujourd'hui, on est dans une profonde crise de la délibération, à toutes les échelles, il n'y a plus de délibération, vous le voyez très bien au niveau national, etc., et comme au niveau local, on sait que là, il y a un point clé de l'ingénierie du développement qu'il nous faut à tout prix investir, travailler, etc., c'est l'ingénierie de la délibération. Et on verra que là, il y a un travail vraiment porteur d'avenir pour l'UNADEL, mais comme beaucoup d'autres réseaux. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre-Antoine. L'intervention de Pierre-Antoine est complétée par celle de Philippe Carbas, qui est chargé de mission à l'UNADEL pour le Carrefour des métiers, dispositif porté avec l'IRDSU. Alors je savais que j'allais intervenir à la fin et du coup que j'aurais pas beaucoup de temps et qu'il fallait que je sois synthétique. Donc du coup j'ai que 4 diapos et en espérant garder encore votre intérêt pendant 5 minutes. En fait les travaux qui nous ont réunis dans le Carrefour autour de ces 6 dernières années, ces 5 dernières années, elles ont tourné, elles se sont précisées autour de quelle ingénierie territoriale pour les transitions et pour toutes les transitions territoriales. Et en fait, on était parti en 2018 sur une question, qu'est-ce qui change dans le développement territorial, qu'est-ce qui change dans le développement local? C'était ça, on avait été voir des praticiens, des chercheurs, des collectifs, des formateurs, etc. On avait posé cette question, et je vous dirai après ce qu'on en est sorti. Et en fait, au fur et à mesure, les questions se sont affinées, et puis dernièrement, il y a ces formulations, alors peut-être un peu implicites, mais que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends dans les échanges que l'on a, c'est finalement en quoi la culture de développement local, territorial, est-ce qu'elle est pertinente pour conduire les transitions sur les territoires? Ou alors est-ce qu'il faut vraiment en changer et sur quoi il faudrait la transformer pour conduire les transitions? Voilà, on est très souvent avec des réseaux de développeurs, alors qu'ils soient professionnels ou pas, et en fait on essaie d'essayer de qualifier ces deux questions-là plutôt implicites. Donc du coup, comment on s'y prend? On a une plateforme alors qui existe depuis pas mal de temps, 2001, qui est co-animée, copilotée avec l'IRDSU, qui est le réseau des professionnels du développement social urbain, donc les développeurs des villes, les développeurs des champs, avec cette idée et tout un tas de partenaires, le CNFPT, les universités qui forment, des réseaux d'élus, etc., autour de cette idée qu'il y a une culture des métiers du développement, quel que soit le territoire dans lequel on intervient, qu'on soit dans un quartier prioritaire ou un quartier très peu dense, il y a vraiment une culture et des méthodologies, des valeurs dans ces métiers. Donc voilà, et on essaie de travailler collectivement pour promouvoir ces fonctions-là, ces pratiques, mais surtout pour essayer d'étudier comment elles évoluent et comment elles s'adaptent aux évolutions des enjeux des territoires.
Et donc on est parti sur 2 cycles de travail là, depuis 2018, où en fait la question c'est vraiment d'interroger en quoi les transitions contribuent à impacter, faire évoluer, change le développement territorial, le développement local et ses pratiques. Donc ça a donné lieu à ce premier document de capitalisation qu'on a essayé d'ordonner autour de 5 chapitres. Les territoires à l'heure des transitions, l'ingénierie territoriale au service des transitions, la question du relevé de l'agir citoyen, qui avait été une des choses qui était beaucoup remontée quand on avait posé la question qu'est-ce qui change dans les territoires, comment les politiques publiques essaient de prendre en compte ces nouveaux enjeux, et du coup comment ça peut se traduire en termes de compétences pour les développeurs territoriaux. Donc je ne vous livre pas plus, mais voilà, à l'occasion on pourra en discuter quand vous aurez le temps de parcourir un peu plus la publication. Et juste dire qu'en fait on s'est rendu compte en ouvrant ce sujet, on était très très loin d'avoir répondu aux 2 questions que je posais et qu'il y avait encore plein de choses à explorer. Et donc on s'est dit on va repartir sur un nouveau programme de travail, d'action sur 3 ans supplémentaires qu'on a structuré autour de 3 éléments. Alors un parti pris un peu fort de se dire, en ce moment ce qu'on constate c'est qu'il y a une grosse demande d'appropriation de ce que sont les enjeux de transition par tous les acteurs. On sort de l'écologie pour des experts, experts du plan climat, experts de l'environnement, experts de la biodiversité, etc. On sort de cet espace-là pour interroger comment cette question impacte tout le monde, ceux qui font de l'urbanisme, ceux qui font de la politique de la ville, ceux qui font du tourisme, etc. etc. Donc voilà, on a ressenti très fortement ça. Et donc comment on crée des espaces pour que tous les acteurs des territoires et des espaces pour réfléchir comment la question des transitions impacte ceux qui font de l'habitat, ceux qui font du tourisme, ceux qui font du développement économique. Et donc on a ça, et puis aussi ceux qui traitent le plus les enjeux sociaux. Donc peut-être le chantier sur lequel on a le plus, je l'ai mis le plus en gros parce que c'est sur lequel on a le plus d'acteurs et sur lequel on a le plus de groupes de travail, c'est en fait comment on tient à la fois les enjeux sociaux et écologiques. Voilà, donc il y a encore 2 diapos, je vais un peu vite. Donc sur 2018-2021, sur cette plaquette, je voulais juste rappeler 2-3 éléments en lien avec les écoutes. Je passe sur la question de l'ingénierie, comment on l'a définie, de l'intelligence territoriale, comment on l'a définie, parce que je trouvais que dans les écoutes, il y avait cette idée d'ingénierie ingénieuse. L'ingénierie, elle peut être très technocratique, et en même temps, elle peut aussi mobiliser l'intelligence des territoires, dans le sens de vraiment partager des connaissances, partager la décision, etc. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs ingénieries territoriales. Et ce qu'on a travaillé dans ce document, c'est quelles sont les conditions, les principes d'action favorables aux transitions territoriales. À partir, donc là ça fait un peu désincarné, c'est très générique, c'est très conceptualisé, mais dans le document, vous le verrez, chaque fois on rattache ça à des vraies pratiques qui se mettent sur le terrain. Du coup, on est au travail, on continue à explorer ces sujets à travers trois gros chantiers, 3 blocs là, qui sont vraiment de façon interreliés, qui se nourrissent les uns les autres. Un itinéraire de professionnalisation des développeurs territoriaux, c'est un peu barbare comme formulation, mais l'idée, on se dit qu'on a déjà recueilli beaucoup de matière, beaucoup d'expérience. On a aussi, parce que notre espace de travail il est beaucoup basé sur l'expérience, sur l'échange entre des praticiens et des chercheurs. Donc on a aussi beaucoup de matière théorique. Et donc on aimerait bien la partager avec des différents développeurs, des développeurs économiques, des développeurs de la politique de la ville, etc. à partir de 6 journées autour de cette idée animée des projets de transition territoriale, en partenariat notamment avec le CNFPT, l'IRDSU, le CAP rural, le CIDEL, etc. Donc ça sera en 2023, on vous tiendra au courant. 2, à travers des séminaires organisés notamment avec des partenaires universitaires, Paris 8 et Paris Nanterre, continuer à explorer, préciser, caractériser qu'est-ce qu'on met derrière ces questions de facilitation. Est-ce que c'est des nouvelles modalités d'ingénierie territoriale, l'ingénierie, la prise en compte du changement systémique, comment concrètement on touche la question du systémique. Donc on a fait une journée en mai avec des témoignages de collectivités qui essaient de se saisir de la question de la systémie et à la fois des chercheurs, la question des outils, des méthodes de co-construction, etc., etc. Donc on continue à explorer tout ça. Et puis ce chantier important de la transition écologique et sociale, que je résumerai d'un slogan là, d'un développement social durable qui s'invente vers l'émergence d'une ingénierie socio-écologique. En fait, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de territoires, d'acteurs, on travaille pas mal à la Fédération des centres sociaux notamment, mais avec tout un tas d'autres, qui font déjà du développement social durable.
même s'il ne le nomme pas tel quel, qui intègre déjà ces deux enjeux. Et sur l'ingénierie socio-écologique, vous en direz 2 mots pour terminer. Et en fait, on voit que tous ces acteurs, il y a vraiment des questions de fond qui les taraudent et qu'on essaie de partager. Ces questions de quel est le sens, l'appropriation, comment les citoyens, et notamment peut-être les plus démunis, contribuent à la transition, et cette idée d'une écologie populaire. Et quand on gratte un peu, on voit bien qu'il y a vraiment beaucoup de manières de valoriser des pratiques de sobriété qui étaient souvent subies, mais qui existent depuis très longtemps, de débrouillardise, d'entraide, de solidarité, qui sont assez peu valorisées et qui font sens pour les populations. Et du coup, comment on renouvelle nos manières de faire, nos modalités de mobilisation, justement pour attraper ces formes de reconnaître, attraper ces pratiques-là qui contribuent aux transitions, et puis réfléchir avec les pouvoirs publics sur comment ils peuvent en prendre en compte aussi ces enjeux de transition écologique et sociale. Et donc pour terminer, je vous ai mis juste la photo d'une publication qui va sortir le 15 novembre, donc qui n'est pas encore sortie, d'un des partenaires avec qui on travaille beaucoup, une dynamique en région Bourgogne-Franche-Comté, à partir de l'Adréal, avec tout un tas de partenaires sociaux qui travaillent sur la notion, depuis maintenant, ça fait 5 ans, qui travaillent sur la notion de transition socio-écologique, comment on intègre les enjeux socio-écologiques. Et ils travaillent beaucoup sur le maillage territorial, à partir notamment d'un site territorial Chaumeute, mais aussi d'un site urbain, avec des quartiers prioritaires. Et donc en fait, voilà, collectivement, ils ont vraiment défini des processus de facilitation et jusqu'à qu'est-ce que pourrait être l'ingénierie de la transition socio-écologique. Et donc je vous ferai part de ces travaux, mais du coup voilà, qu'on partage, qu'on diffuse et qui nourrissent beaucoup nos apprentissages collectifs. Voilà, merci. Merci Philippe. Il est moins 20. Il y avait 1 ou 2 questions tout à l'heure. Patricia, est-ce que vous souhaitez les poser ou pas? Ou est-ce qu'on en parle à l'apéro ensemble? Juste, en fait, c'était pas une question en plus. Je voulais juste dire que je suis de la LCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Oui, donc Patricia Andrieux. De l'Agence nationale de la cohésion des territoires sur les questions de ruralité. Et je voulais juste rebondir mais, sur les écoutes pour dire à quel point c'est quand même important pour l'État. Et j'arrive en retard et je m'en excuse, je crois que vous avez dit que l'État est encore très polarisé, c'est très vrai. Mais il y a plusieurs États ou plusieurs approches de l'État. Il y a aussi une logique d'un État qui est très sensible et qui écoute, parce qu'il est assez démuni face aux transitions socio-écologiques que vous parliez. Et donc il y a besoin de ça. Enfin voilà, je peux juste témoigner de l'intérêt